Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mercredi vers la matérialisation des différents accords signés il y a 2 ans entre les RDC et les Qatar dans les domaines économiques et celui des infrastructures. Plus que quelques petites formalités à remplir avant de passer à l'acte. Décision prise hier entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'émir qatari. Ces 2 hommes d'État ont aussi levé l'option d'approfondir les relations bilatérales. Le détail dans un instant. Également au sommaire, fini avec l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle législature. Les documents comprennent 275 articles et il est désormais sur la table d'une commission technique interne pour toilettage. 72 heures, c'est le temps accordé à cette commission avant de présenter les documents dans la plénière. On y revient dans ce journal. Et enfin, nous suivrons les quotidiens d'une femme qui a sorti la tête et s'impose dans un métier essentiellement masculin. José Mindanda, d'une vingtaine d'années, est maçonne et elle a déjà construit 12 salles de classe dans un métier dont elle a eu le goût depuis 5 ans. Dans ce journal, elle va nous raconter les difficultés qu'elle traverse. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale, la radio-télévision nationale congolaise. Et je le dis, l'ouverture de ce journal vers la matérialisation des différents accords signés il y a 2 ans entre les RDC et les Qatar dans les domaines économiques et celui des infrastructures. Plus que quelques petites formalités à remplir avant de passer à l'acte. Décision prise entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'émir qatari. Ces 2 hommes d'État ont aussi levé l'option d'approfondir leurs relations bilatérales. Regardez. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les 2 dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin que cette convention soit déjà en application et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi et là il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devait être accompli. De l'autre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Njili. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'1 an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'1 année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je le dis, très riche.
et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. La situation est alarmante. Plus de 200 000 déplacés internes de la guerre au Nord Kivu manquent près de tout. Pas d'abri, pas d'eau potable, pas de nourriture. Face à cette situation, la fondation Denis Nyakirou et les Fonarev main dans la main pour secourir ses victimes. Les structures ont fait un don de 210 tonnes de vivres et non-vivres composés essentiellement de maïs et de lait. Plus de détails avec Neisha Kiala, Patrick Michel Moukoui et José Baïtombre. Répondre aux besoins urgents des victimes, dont la plupart sont encore dans les camps des déplacés, la tâche est aussi celle assignée au Fonarev, au-delà de sa mission fondamentale de réparation déjà bien définie. Face à l'accroissement du nombre de déplacés dans les camps situés dans la périphérie de Goma, le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles a opté pour une réparation intermédiaire en s'associant à la fondation Denis Nyakirou Tshisekedi, avec laquelle il partage le même souci. Aux autorités de la ville de Goma, représentées par le commissaire divisionnaire Romuald Ekouka, le directeur général du Fonarev, Lucien Lundula, accompagné de ses adjoints, a remis plus de 210 tonnes de biens de première nécessité pour soulager 20 000 ménages. Donc il s'agit là d'une première, une action concertée, mais que nous avons l'obligation de poursuivre pour s'assurer que nos victimes ne seront plus jamais seules. Il est important de montrer à la face de la population, mais également aux victimes, que chaque fois qu'il y aura ces mouvements des masses, parce que eux sont déjà, ils se déplacent, ce n'est pas de leur faute. Ils se déplacent déjà contraints et nous sommes là pour pouvoir les accompagner en attendant que nous procédons aux réparations collectives définitives. Nous travaillons dans un cadre de prise en charge holistique globale et nous sommes vraiment dans cette action de faire en sorte que les victimes se sentent vraiment accompagnées par le gouvernement congolais à travers le Fonarev. Après la remise symbolique, la distribution sur le terrain a été assurée par les services du gouvernorat du Nord Kivu au bonheur de bénéficiaires. Nous sommes ici depuis plusieurs années. Sans aide, nous disons merci au Fonarev, surtout que maintenant, nous ne sommes plus seuls. Pour nous assurer que le kit arrive bel et bien dans les différents ménages, nous collaborons directement avec les différents départements de l'État. Je vois la division des affaires humanitaires, la protection civile et le gouvernorat. Nous impliquons directement les déplacés eux-mêmes dans les services des livraisons de kits. Le Fonarev, par son directeur général, a souligné qu'il restera toujours solidaire aux victimes et leur apportera des solutions concrètes pour qu'elles ne soient plus jamais seules. Je l'ai aussi dit à l'ouverture de ce journal, fini avec l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle législature. Le document comprend 275 articles et il est désormais sur la table d'une commission technique interne pour toilettage. 72 heures, c'est le temps accordé à cette commission pour cette travail avant son adoption lors de la prochaine plénière prévue au cours de ces mêmes semaines, comme nous disent Sylvie Mouembo, Bernard Baudot et Guy Kitoko. Vers la convocation de la plénière pour le débat général et l'adoption du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur a rendu ses conclusions et transmis le draft à la commission technique pour toilettage avant la plénière. Lors de l'élaboration des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'examen du rapport de la sous-commission des relations interparlementaires et avec l'extérieur ainsi que l'organisation et le fonctionnement des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale, sans oublier le fonctionnement. Le député national Jacques Joly, président de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, revient sur les grandes annonces. La commission technique prend le relais pour toilettage et adoption l'ensemble du texte et le rapport final. Elle se donne au moins 72 heures de travaux. Globalement, nous avons
terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Le 23 substituts du procureur de la République du parquet près les tribunaux d'Elouboudi dans la province du Lualaba sont déjà aux affaires. Ils ont prêté serment hier devant les juges. Ils ont juré de respecter la Constitution et les lois du pays. C'est un reportage de Ricardo Bambeka rendu par Edith Chala. 23 substituts du procureur de la République du parquet près le tribunal de paix de Louboudi dans la commune de Fungurume en province du Lualaba ont prêté serment mercredi 28 février 2024 conformément à la loi organique numéro 006/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats et c'est là quelques semaines seulement après leur nomination par ordonnance présidentielle. Au cours de cette cérémonie, ces magistrats ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République. Cette manifestation a marqué le début du travail pour ces officiers du ministère public. D'après le procureur de la République de ce tribunal, Tshindemba Jacques, ces magistrats ont l'obligation de mettre en pratique le droit. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a baptisé votre promotion de magistrat de l'État des droits. Et il a renchéri en s'adressant à vous en ces termes. Je cite, « Mesdames et messieurs les nouveaux magistrats, vous intégrez un corps d'élite qui exerce un sacerdoce selon qu'il est écrit que les magistrats sont des serviteurs de Dieu pour le bien du peuple. » Nous avons pour mission de rechercher les infractions, poursuivre les auteurs et les déférer devant les cours et tribunaux. Il plaira à votre tribunal, Monsieur le Président, de dire recevable les serments des magistrats présents devant votre tribunal. Bref, le rétablissement de l'ordre social après les faits perpétrés par les criminels, a souligné le procureur de la République, Tshindemba Jacques. La liste du nombre de magistrats prestant à Mbandaka dans la province de l'Équateur vient de nouveau de s'allonger. De nouveaux magistrats nouvellement affectés au tribunal des grandes instances de Mbandaka viennent de prêter leur serment. Regardez. C'était au cours d'une audience solennelle tenue dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Mbandaka, en présence du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, M. Jean Kabongo Kamai, et de l'autorité provinciale représentée pour la circonstance et autres personnalités de la province, que le magistrat nouvellement affecté au parquet près le tribunal de paix de Mbandaka ont prêté leur serment statutaire conformément à l'article 5 de la loi portant statut de magistrat devant le tribunal de paix de Mbandaka. Ensuite, c'était le tour du premier substitut du procureur de la République et autres magistrats qui ont renouvelé leur serment conformément à l'article 13 du statut de magistrat. Enfin viendra le tour de nouveaux magistrats substituts du procureur de la République qui ont prêté leur premier serment devant le tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés conformément à l'article 5 de la loi portant statut de magistrat. Le président du tribunal de grande instance de Mbandaka, le magistrat Kessengi. Je suis ravi parce qu'il a plu au président de la République, le magistrat suprême, de faire confiance aux magistrats, à la justice comme le socle du développement. Il a baptisé cette équipe une équipe de magistrats de l'état des droits, l'importance qu'il accorde aux droits de l'homme, et il a nommé ces magistrats, et ces magistrats, avant d'entrer en fonction, ils ont des obligations à assumer. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage était hier sur le terrain à Mbujimayi au Kassai-Oriental. Victor Toumba, sur le chantier, a inspecté plusieurs voiries urbaines en pleine réhabilitation. Il a visité tour à tour les 35 km de routes réalisées par l'entreprise Safrimex et 14 km de routes réalisées par JMC. Regardez. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, Victor Toumba Tshikela, a effectué dimanche 3 mars 2024 une visite d'inspection des travaux de la voirie urbaine de Mbujimayi sur 35 km réalisés par Safrimex. Sur 14 km réalisés par JMC
et les travaux exécutés par l'OVD en tant que régie avec le financement du FONER sur l'érosion Bel Air. Les collecteurs Kalonji et l'assainissement autour de l'Institut Kalenda Moudichi où pour le moment les travaux sont achevés avec le financement du FONER. Au terme de cette longue tournée d'inspection partie de la Bodine 4, avenue Salongo, avenue Gémi, Dipumba, Assemblée provinciale, Bonzola, avenue Kassavubu, Tatouka Nyinda en chantier sur 35 km exécutés par Safrimex, le directeur général de l'OVD Victor Toumba Chikela apprécie l'évolution correcte des travaux qui seront complètement terminés en juin prochain. Aujourd'hui, sur les 20 mois, l'entreprise a déjà fait 8 mois. Nous pouvons dire que les rythmes des travaux s'avancent correctement. Pour lui, Safrimex a en charge, en dehors de 35 km, les travaux de Chile-Gelou, plus la lutte anti-érosive. Parlant des travaux de 14 km avec JMC, le directeur général de l'OVD déclare avoir donné les instructions. Comme vous allez voir au niveau de Saint-Raphaël, il y a un problème parce que l'entreprise avait... mais il n'a pas pu continuer avec les travaux d'assainissement. Nous l'avons rencontré, nous l'avons demandé que cette semaine qui va commencer, il faut qu'il reprenne les travaux d'assainissement. À la population, c'est de croire à la décision du chef de l'État. Le directeur général Victor Toumba a confirmé que toutes les avenues asphaltées par Safrimex seront éclairées et il y aura des casse-vitesses. Les nouveaux magistrats et procureurs nouvellement affectés dans le territoire de Kazumba au Kasaï central n'ont pas de bâtiments, moins encore des bureaux pour siéger. Au-delà de ça, ces coins manquent presque de tout. L'administrateur de ces territoires est à Kinshasa pour mener une série de plaidoyers auprès des autorités du pays. Alain Bikaï. C'est une mobilisation des troupes signée Jean-Roger Titengue, administrateur du territoire de Kazumba au Kasaï central, en mission à Kinshasa pour l'essor de cette partie du pays. Dans son mot, Jean-Roger Titengue a salué les efforts du chef de l'État pour la restauration de la paix dans l'est du pays avant d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette guerre d'agression barbare rwandaise. L'administrateur a appelé les filles et fils de Kazumba de mener le lobbying auprès des autorités publiques pour le développement de leur contrée avant de faire état des lieux de son entité et hydrographique. Mais elle manque de tout. Les procureurs et les magistrats nouvellement affectés à Kazumba n'ont pas de bâtiments ni bureaux pour faire régner la loi. C'est dans ce cadre que les notables de cette partie du pays ont adressé un mémorandum au chef de l'État. Pour les suivis, un comité a été installé. Notre territoire est dans un état d'enclavement total. Les territoires de Kazumba offrent les opportunités ci-après. Vous avez la terre arable, vous avez les nickel, vous avez les sel, vous avez les cuivres, vous avez le fer, vous avez le pétrole, vous avez les diamants, vous avez les coltans, les calcaires, ouvriers, ainsi que des rivières. Plusieurs chutes sur nos rivières pourraient aider à la construction des micro-barrages. Pour Maître Dieudonné Kachita, l'un des notables de ces territoires, sans l'amour et l'unité, le territoire de Maman Marthe Kassalou ne sera pas développé. Il faut signaler que c'est dans ces territoires, précisément dans les grands séminaires de Kaboué, que Joseph Kassavubu, premier président du pays, et Cardinal Maloula ont été formés. Nous poursuivons notre série d'honneur aux femmes en quelques jours de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Des sacs et autres accessoires de femmes fabriqués à partir de pannes, une œuvre de certaines filles vivant avec handicap auditif. Ces personnes handicapées sont encadrées par l'ONG Famille Heureuse et Famille Unie. Émilie Kaindo et J.R. Kabamba pour la suite. L'handicap n'est pas une fatalité. Au sein de la Famille Heureuse et Unie, filles et garçons handicapés auditifs s'activent dans la maroquinerie et la coupe et couture. Leur spécialité est dans la fabrication des accessoires en pagne grâce à la formation réussie. Ces filles en situation de handicap peuvent signer leur autonomie financière et accroître leurs ressources. Les personnes en situation de handicap auditif
font l'objet d'une marginalisation. Mais nous voulons marquer une différence en restaurant la dignité des personnes en situation de handicap auditif, en offrant des opportunités d'emploi et en transformant des vies. Pour ce mois de la femme, je tiens à encourager toutes les filles et les femmes à être déterminées, à poursuivre vos rêves et vos passions, et surtout à briser toutes les barrières qui se dressent devant vous. Dans cet atelier, les volets santé sexuelle et de la reproduction est également pris en compte. Les personnes, quand ils sont là et ils ont l'amour de faire une chose, ils sont vraiment focalisés sur la chose, et quand il y a déjà l'amour, la volonté, ils sont bien, leur attention est vraiment focalisée, donc ils vont bien comprendre les choses. Et quand il y a des difficultés, ils posent des questions, et je suis là, je le comprends et j'explique les choses telles que... En ce mois de mars, des voix s'élèvent pour dire non à toutes sortes de discriminations. C'est aussi une occasion de créer des conditions pour améliorer la situation des femmes vivant avec handicap, dont la contribution dans le développement de notre pays n'est plus à démontrer. Une femme sort la tête et s'impose dans un métier essentiellement masculin. José Mindanda, d'une vingtaine d'années, est maçonne et elle a déjà construit 12 salles de classe, un métier dont elle a eu le goût depuis 5 ans. Notre consoeur Nana Nawej est allée à la rencontre de cette jeune dame. Dans son chantier, elle nous raconte les difficultés qu'elle traverse. Regardez. Sur la liste des femmes inspirantes figure José Mindanda. Depuis l'âge de 5 ans, elle a toujours rêvé de construire des maisons et autres bâtisses. Aujourd'hui, José Mindanda est comptée parmi les maîtres maçons. Cette jeune dame de 21 ans a appris ces métiers non sur état, mais d'une école de maçonnerie à la mission catholique Yassabonga dans les Kwilu. Déjà, au niveau des 3e des humanités, José et son équipe ont sorti des terres 12 salles de classe dans une école à Massimanimba. Je suis au chantier, je travaille. Ce qui m'a poussé, c'est ma volonté, mon choix. José Mindanda est déterminé à parfaire ses connaissances afin d'être ingénieur en construction. Je suis difficulté. Je bien. Pour la 3e construction jusqu'à 6e, la présentée par la Minervati. Si j'ai choisi de faire la construction, une difficulté en tant que femme. Je suis une femme comme tout autre. Je sollicite l'aide de toute personne de bonne volonté pour continuer mes études supérieures. À 7 ans de carrière, a dans son actif plusieurs constructions, au nombre desquelles des infrastructures scolaires, sanitaires, hôtelières et des maisons d'habitation. Lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire, un atelier de sensibilisation est organisé à Kinshasa à l'attention de femmes activistes et de différentes organisations. Une initiative du Fonds pour les femmes congolaises Rodépanda. Parmi les victimes de violences sexuelles faites aux femmes basées sur le genre, les élèves en milieu scolaire ne sont pas épargnés. Le Fonds pour les femmes congolaises, une structure de la société civile présidée par Mme Julienne Lusengue, est engagée dans la promotion et la lutte contre les violences faites aux femmes, a réuni à Kinshasa, à Gombe, plusieurs femmes activistes de différentes organisations féminines pour une formation sur la gestion et la sensibilisation dans des écoles sur les violences sexuelles. Après cette formation organisée avec l'appui financier de l'ambassade de Suède en RDC, ces femmes activistes venues de différentes provinces, notamment Ituri, Congo central, Kinshasa, Nord et Sud Kivu et tant d'autres, vont assurer notre pays est confronté aux violences faites aux femmes depuis des années et des années. Et les écoles ne sont pas épargnées. Même dans les écoles, il y a les violences sexuelles. Il y a les violences, il y a les harcèlements. Et donc, depuis plus de 6 ans, 7 ans, nous finançons les organisations pour travailler directement dans les écoles, avec les élèves, avec les enseignants, avec les comités de parents,
avec les membres des communautés pour qu'il y ait un observatoire dans les écoles où les filles peuvent venir dénoncer. Satisfaction de la Suède, pourvoyeuse de moyens pour la réalisation de ces projets. La Suède, qui a apporté son appui financier, est plus que satisfaite pour la réalisation de ces projets. Les participantes à cet atelier sont encouragées à bien maîtriser les enseignements afin de bien expliquer cela à tous les niveaux, même en langue locale, au fin fond du pays. En œuvre du projet de fabrication des batteries électriques en RDC, bientôt les appels d'offres seront lancés. Annonce faite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku à une centaine d'investisseurs venus de 120 pays en séjour en RDC. C'était lors du forum économique qui se tient à Kinshasa. Patricia Ungu pour plus de précisions. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, invite les 120 investisseurs venus des 17 pays à travers le monde en tournée en République démocratique du Congo d'y rester et d'y investir dans les secteurs dont l'agro-industrie, les zones économiques spéciales, les infrastructures et l'énergie, mais aussi de rejoindre le grand projet de l'industrie des batteries car les appels d'offres seront lancés dans un bref délai par l'État congolais. Appel lancé ce mardi à Kinshasa au cours du forum économique focalisé sur le développement des réseaux d'entreprises et la valorisation des opportunités de commerce et d'investissement en RDC. J'ai dû démontrer les secteurs prioritaires dans lesquels la RDC a besoin d'investissements aussi bien national. 1. L'agriculture, c'est 2. Les infrastructures, c'est 3. L'énergie, c'est 4. Le secteur ferroviaire, c'est 5. Les zones économiques spéciales. À cette occasion, les directeurs d'Equity BCDC et les directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC ont déclaré d'être séduits par les opportunités qu'offre la RDC aujourd'hui bien vendue par le ministre de l'Industrie. Signalons que cette tournée qui a démarré depuis le 4 mars à Kinshasa va se clôturer le 7 mars prochain avant de se poursuivre du 7 au 9 mars à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À présent, nous allons faire un tour dans différents kiosques à journaux pour vous parler de différentes actualités qui font la une ce mercredi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazu. Bienvenue mesdames, messieurs, revue de presse à Doha, la carte de Kagame sur la table des discussions annoncée connue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, effectue depuis lundi une visite surprise à Doha, au Qatar. Son choix de s'allier aux Émirats arabes unis, note le journal, a été interprété comme désaveu envers le Qatar, traditionnel allié du Rwanda. Le rapprochement étroit entre Doha et Kigali a été mis en lumière par l'arrivée du président Tshisekedi à Doha le lundi 4 mars. Cette visite inattendue soulève des interrogations sur les véritables enjeux sous-jacents pour le président Tshisekedi. Il s'agit également de perturber les relations de Kagame avec le Qatar afin d'inverser les rapports en sa faveur. Des sources non confirmées laissent entendre qu'une médiation du Qatar pourra être envisagée pour réconcilier les deux dirigeants ennemis de longue date. De la RDC, le déploiement de la SAMI DRC approuvé malgré le refus du Rwanda, constate Mediacongo.net. Selon le journal, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni pour discuter de la situation dans l'est de la RDC et a donné son feu vert au déploiement de la mission de la SADC. Malgré l'opposition du Rwanda, l'Union africaine a maintenu sa décision, mettant en avant la nécessité de trouver une solution durable à l'insécurité régionale à travers la revitalisation de l'accord cadre de paix. Coopération, le gouvernement russe approuve un projet d'accord de coopération militaire avec la RDC, rapporte opinioninfo.cd. Dans son article paru dans la nuit du 5 mars, révèle le conflit libre, le quotidien belge a indiqué que le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo selon une résolution gouvernementale publiée le même mardi 5 mars sur le portail officiel d'information juridique.
D'après ce quotidien, l'accord prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints, la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences compétentes, des visites de navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou demande, la formation des militaires et d'autres formats de coopération. Non tenue des législatives à Sissi, Rutshuru et Kwamouth, la Cour constitutionnelle mettait en fonction les élus de 2018, titre 7/7.cd. À travers son arrêt rendu mardi 5 mars 2024, la Cour constitutionnelle a autorisé les élus nationaux et provinciaux de Rutshuru et Massissi au Nord Kivu et Kwamouth au Maïndombe de 2018 à continuer à siéger pour une nouvelle législature jusqu'à l'organisation des scrutins. Cette décision intervient dans un contexte où les élections précédentes n'ont pas pu se dérouler comme prévu dans ces régions en raison d'insécurité persistante. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga, réalisé par Julio Mpiana JR Diakiadi. La partie technique a été assurée par Esaïe Louzembo Gabi Konga. Nzengele Bassosa Moukaou Elme. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h. Lucie Lavici-Senda. Au revoir. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.